On s'intéresse maintenant à la polarisation de la jonction Pn. Alors la polarisation, c'est tout simplement le fait d'appliquer une tension aux bornes de cette jonction. Alors on distingue deux types de polarisation. La polarisation directe, c'est lorsqu'on applique le pôle positif à l'extrémité P et le pôle négatif à l'extrémité N. Donc c'est facile à retenir, P positif, N négatif. On parle alors d'une polarisation directe. Et on parle d'une polarisation inverse lorsqu'on fait le contraire, lorsqu'on applique la borne positive au côté N et la borne négative au côté P. Donc, si on applique donc une polarisation directe, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai une charge positive ici, donc qui est due à la borne positive du générateur, et j'ai une charge négative qui est due à la borne négative. Donc, automatiquement, il y a un champ qui se crée allant de P vers N. Donc ici, je parle du champ extérieur. Pourquoi je dis extérieur? Parce qu'il est appliqué par cette tension. Ça n'a rien à voir avec le champ intérieur qui est créé par l'effet capacitif dans la zone dépeuplée. Donc on parle maintenant d'un autre champ. On remarque que dans le cas d'une polarisation directe, le champ extérieur et le champ intérieur sont dans les sens opposés. Ce n'est pas le cas dans la polarisation inverse. Les deux champs sont dans la même direction. Donc, dans le cas d'une polarisation directe, on a le champ E extérieur qui peut être plus faible que le champ E intérieur, et dans ce cas, il va le réduire. Et s'il est égal au champ intérieur, il va tout simplement l'annuler. Et bien sûr, s'il est plus grand, on va avoir un champ total qui est dans la direction de E extérieur. Parce que ce qui nous importe maintenant, c'est le champ total. Il y aura les deux champs qui vont s'appliquer, on aura le champ total. Maintenant, rappelez-vous ce qu'on avait dit du champ intérieur. On avait dit que ce champ, avec cette direction, il s'oppose au déplacement des électrons, il s'oppose à la diffusion. C'est-à-dire, ici, on a des trous qui sont positifs, et le champ, il est dans cette direction, donc il les repousse vers l'extrémité de la zone P. Et il est dans ce sens, et on a ici des charges négatives qui sont les électrons, donc il les repousse à l'arrière vers l'extrémité de la zone N. Maintenant, pour le E extérieur, il fait l'inverse. Il favorise, donc si on l'applique à des trous ici, il va les ramener vers la jonction. Et si on l'applique à des électrons ici, il va les ramener vers la jonction. Donc si le résultat il est dans la direction de E extérieur, ce qui va se passer, c'est qu'il va être favorable au déplacement. C'est-à-dire il va aider les électrons qui arrivent de ce côté à aller vers la jonction. Il va aider les trous à venir ici. Donc, dans ce cas, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se recombiner. Ce qui va permettre le passage d'un courant. Dans le cas inverse, c'est tout simplement impossible. Donc, toujours, quelle que soit la valeur de U, quelle que soit la valeur du champ extérieur, il sera toujours défavorable au déplacement des électrons vers la jonction et des trous vers la jonction. Donc, il va toujours repousser les électrons loin de la jonction et les trous loin de la jonction, c'est-à-dire vers les extrémités. Donc, lorsqu'on est dans une polarisation en direct, bien sûr, lorsque U est suffisamment grand pour pouvoir annuler EI et donner un champ supérieur, donc un champ qui est dans la direction de E extérieur, donc on peut avoir un passage de courant. Alors tout ça, c'est le fonctionnement d'une diode. Pour une polarisation inverse, on ne peut pas avoir le passage de courant parce que les deux champs sont dans la même direction et ils repoussent les porteurs mobiles dans les extrémités. Ils s'opposent à leur mouvement. Par contre, dans une polarisation directe, si le U est faible et que le E extérieur est faible par rapport au E intérieur, on n'a pas encore de passage de courant. Mais dès qu'on arrive à l'annuler et à être plus grand, donc le UD est suffisamment grand pour avoir un champ extérieur plus grand que le champ intérieur, le champ total serait dans la direction de E extérieur et donc il va ramener les trous vers la jonction et il va ramener les électrons vers la jonction et il y aura recombinaison. Donc, juste pour comprendre, le courant au sein d'une jonction ne se passe pas par un passage d'électrons
de bout en bout. C'est pas comme ce qu'on a eu l'habitude de voir. Donc d'habitude, dans un semi-conducteur ou d'un conducteur ou dans un autre composant, ce qui se passe, c'est qu'il y a des électrons qui sont injectés ici, qui voyagent tout au long du composant et qui sont récupérés par le générateur ici. Donc, si on applique une tension, un certain UG à une diode, à une jonction PN, ce qui se passe, c'est que, attention, il y a les électrons qui sont pompés. Donc, supposons par exemple qu'on est dans un cas de polarisation directe. Donc, j'ai ici le pôle négatif et j'ai ici le pôle positif. Donc, ici pôle positif et ici pôle négatif. Donc, j'applique ici le pôle négatif. Je suis en train d'injecter des électrons. Alors, rappelez-vous que si j'ai ici le pôle négatif et ici le pôle positif, ça veut dire que le courant va dans ce sens et ça veut dire que les électrons vont dans ce sens. C'est-à-dire que je suis en train d'injecter des électrons ici. Si je suis en train d'injecter des électrons et que le champ total est en train de les ramener vers la zone, vers la jonction, et que je suis en train de récupérer des électrons. Donc, si le courant il est dans ce sens, et c'est-à-dire que les électrons se déplacent dans ce sens, ça veut dire que je suis à ce niveau en train d'arracher des électrons. Je les arrache à qui? Je les arrache aux atomes de semi-conducteurs. Si j'arrache des électrons aux atomes de semi-conducteurs, je suis donc en train de créer des trous ici. C'est comme si je suis en train d'injecter des trous. Je peux dire que je suis en train d'injecter des trous par là et que je suis en train d'injecter des électrons par là. Les électrons que j'injecte et les trous que j'injecte sont ramenés par le champ extérieur ou bien la totale des champs vers la zone et ils disparaissent. Et ça continue. Donc, si je vois le cuivre ici, il y a tout le temps des électrons qui viennent par là et qui sont pompés par là. Donc, il y a tout le temps un passage de courant. J'aurai un courant qui passe dans cette direction I. Mais ce courant, au sein de semi-conducteurs, c'est pas un déplacement d'électrons de bout en bout. Non, c'est un déplacement d'électrons jusqu'à la zone de déplétion et un déplacement de trous jusqu'à la zone de déplétion. Et ces trous et ces électrons se recombinent ici. Donc maintenant, si jamais j'ai une polarisation inverse, donc ça c'est ce qu'on appelle le courant, ce que je viens d'exposer ici, c'est ce qu'on appelle le courant des porteurs majoritaires. Parce que quand je dis que dans le P, il y a les trous que je crée ici et qui viennent ici et que j'ai des électrons qui viennent ici, je parle des porteurs majoritaires. Parce que dans le P, on a des trous et dans le N, on a des électrons. Mais attention, même dans le N, on a des trous. Et même dans le P, on a des électrons. Ce qu'on appelle maintenant le courant des porteurs minoritaires. Alors, si on est en polarisation inverse, c'est UG est négatif. Alors, dans ce cas, le champ serait dans le sens défavorable, mais attention, il serait favorable aux porteurs minoritaires. C'est-à-dire, j'aurai quand même des trous qui viennent par de ce côté et des électrons qui viennent de ce côté. Donc, attention, il faut distinguer dans la jonction les deux courants et chaque situation, que ce soit polarisation directe ou polarisation inverse, elle est favorable à un déplacement et défavorable dans un déplacement. Et d'ailleurs, ceux qui ont déjà connu la diode, ils savent que la diode n'est pas totalement bloquante dans le sens inverse. Elle laisse passer un courant, un faible courant. Alors, ce faible courant, c'est le courant des porteurs minoritaires. Bien, maintenant on va admettre l'hypothèse une certaine hypothèse qui dit que si j'applique une perturbation aux frontières de la jonction, c'est comme si je l'ai appliqué au bord de la zone de déplétion. Alors on va admettre ça, on va essayer de l'expliquer de façon qualitative, mais on ne va pas rentrer dans la théorie derrière, on va juste admettre cette hypothèse. Alors, mais qu'est-ce que ça veut dire déjà? Ça veut dire que quand j'applique UG ici, au côté, à l'extrémité N et à l'extrémité P, c'est comme si. C'est-à-dire que le résultat est équivalent au fait que j'ai appliqué le UG aux bornes de la zone de déplétion. Bien sûr, je ne peux pas faire ça. Cette deuxième chose, je ne peux pas la faire. La zone de déplétion, c'est quelque chose que je ne peux pas cerner, que je ne peux pas maîtriser. Je ne peux pas venir dans un semi-conducteur où il y a un dopage N et un dopage P et dire voici la zone de peuplée et la délimiter.
C'est quelque chose qui est interne au semi-conducteur. Mais on va admettre cette hypothèse. Alors cette hypothèse, il vient de quoi? Alors on peut l'expliquer. Dans cette zone P, on a quand même des porteurs de charge qui sont les trous. Et dans la zone N, on a des électrons qui sont les porteurs de charge. Donc, si j'applique ici une différence de tension, je peux avoir un déplacement, c'est-à-dire qu'il y a un courant qui peut passer. C'est vrai que c'est un semi-conducteur, c'est pas un bon conducteur, mais il y a une conductivité. Il y a une certaine conductivité, donc on a une certaine résistivité. De même ici, on a une certaine résistivité du côté P, mais attention, dans la zone de déplétion, hypothèse de Shockley nous dit qu'il y a une diffusion totale. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de porteur de charge. Il n'y a rien qui peut faire véhiculer le courant. Il n'y a que des ions positifs et des ions négatifs. Alors ça, c'est tout simplement un isolant. Là où il n'y a pas de porteur de charge mobile, c'est un isolant. Donc, si je compare la résistance de cette zone avec la résistance de cette zone et la résistance de cette zone, cette résistance, elle est quasi infinie. C'est l'équivalent d'un isolant. Donc, c'est comme si j'avais trois résistances en série, Rn et Rp, qui sont très faibles devant Rzn. Alors, si j'applique une tension au bord de ce triple résistance, alors vous savez que pour trois résistances en série, la résistance équivalente, elle est égale à la résistance la plus grande. Parce que tout simplement, c'est la somme, ce sera Rp plus Rn plus Rzd. Et comme Rzd est très grande, donc la somme, elle est presque égale à Rzd. Donc, c'est comme si, j'applique U à ces trois résistances, c'est comme si je l'ai appliqué à cette résistance toute seule. Parce que le courant qui passerait, ça va être 1 sur R, RZ, RP, RZ, Rn, et je peux négliger Rp et Rn. Ce sera, pardon, U sur RZ, plus Rn, Rp, et donc ça va être équivalent à RZT. Donc c'est comme si je n'avais que RZT. Bon, en tout cas, c'est une hypothèse, j'ai essayé ici de l'expliquer qualitativement, mais pour ce cours, on va juste l'admettre. Alors ceci se traduit par ce qu'on appelle l'approximation de Boltzmann. Alors Boltzmann, il nous dit que appliquer une tension UG à une diode, à une jonction PN, revient à dire que on va créer une perturbation au niveau de la jonction. Et Boltzmann continue encore, il nous dit à quoi est égale cette perturbation. Il nous dit que la concentration des électrons au niveau de la surface jonction multiplié par la concentration des trous au niveau de la jonction, il est égal à Ni carré exponentielle UG sur UT. Bien sûr, ça, c'est pas un cas d'équilibre. Alors, pour le cas d'équilibre, on a N fois P qui est égal à Ni carré. Donc, Boltzmann nous dit que appliquer une tension UG, c'est équivalent à créer une perturbation qui est égale à Ni carré UG sur UT. Donc, Boltzmann, il nous dit que la deuxième hypothèse de Shockley reste vraie, c'est-à-dire que aux extrémités, au niveau W, j'ai toujours N fois P qui est égal à Ni carré, donc c'est un semi-conducteur normal, c'est une zone quasi neutre N, il n'y a rien qui se passe, c'est comme si on n'avait rien. Et de même pour le moins W, on a le N de moins W fois le P de moins W qui est égal à Ni carré. Alors attention ici avec cette notation, je suppose que la taille de ma diode, de ma jonction, elle est de 2W, de 2 fois W. C'est-à-dire d'ici à ici j'ai W, ici j'ai W. Donc, je reprends. Hypothèse de Boltzmann. Boltzmann nous dit que appliquer une tension UG à une jonction, c'est équivalent. Donc, on peut dire, on applique et on laisse tomber UG et on prend cette perturbation. Il nous dit que c'est équivalent, c'est la même chose. Donc, appliquer une tension à une diode, au lieu d'aller étudier le champ extérieur plus le champ intérieur et toutes ces histoires, oubliez tout ça et allez appliquer directement cette perturbation. N fois P est égal à Ni carré exponentielle UG sur UT. Et deuxième chose que nous dit Boltzmann, c'est que
au bord, il n'y a rien qui change. Il y a le n fois p qui est égal à ni carré, et de l'autre côté, on a n fois p qui est égal à ni carré. Bien, alors si on a une perturbation au niveau de la jonction, on a déjà étudié ça, ça veut dire que, bien sûr, UG, il est permanent. Donc, quand j'applique une tension, je vais l'appliquer de façon continue. Ça veut dire que c'est une perturbation continue. Et donc, il y aura une diffusion. Et ça, on l'a déjà étudié. Il suffit de reprendre les mêmes équations précédentes. Donc, on aura un P chapeau de X. Donc, pour tout ce qui est côté N. Donc, pour le côté N, on va étudier les porteurs minoritaires. Ça veut dire P chapeau X qui est égal à un certain P0 chapeau sinus hyperbolique. Donc, multiplié par sinus hyperbolique. Et le N de X. Alors, pour le N de X, c'est-à-dire la concentration des électrons dans le côté P, il faut faire attention au signe moins. Donc, on va injecter ici un signe moins et ici un signe moins parce que l'équation ira dans l'autre sens. C'est ce qui est représenté ici. Donc, on aura une perturbation ici décroissante et ici décroissante avec une constante LP et LN. Donc, dans le type N, on étudie la distribution des trous et dans le type P, on étudie la distribution des électrons. On étudie toujours la distribution des porteurs minoritaires. C'est ce qu'on avait étudié et c'est ce qu'on sait étudier. Bien sûr, Boltzmann, toujours, on a ici au niveau au bord de la jonction, c'est-à-dire au niveau moins W, on a le N qui est égal à N0 et de l'autre côté, on a le PW qui est égal à P0. On a toujours l'état d'équilibre au bord. Bien, alors ici, on parle d'un certain P0 chapeau. Maintenant, il faut déterminer ce P0 chapeau et ce N0 chapeau. Alors, pour le déterminer, on a Boltzmann. Boltzmann nous dit que le N0 fois P0 est égal à NI carré sur UG exponentielle UG sur UT. Et bien sûr, ça, c'est le N. Ce n'est pas le N chapeau. Donc, on va essayer d'appliquer Boltzmann à gauche et Boltzmann à droite. Donc, on sait que N0, N de 0 moins, est égal à NI carré sur P0 moins. Ça, c'est tout simplement exponentielle UG sur UT. Ça, c'est tout simplement Boltzmann à gauche. Et on sait que de ce côté, le P0-, ce n'est autre que le Na. Donc, parce qu'on est en fort dopage. Donc, on a cette formule. La même chose du côté N, on a le P0+, qui est égal à Ni carré sur Nd exponentielle UG sur UT. Attention, on a déterminé le N0 et le P0. On n'a pas encore déterminé le N chapeau. Bien sûr, on sait que N0 et P0, c'est Ni carré. Maintenant, le N chapeau, c'est quoi? Alors, je rappelle que c'est quoi N0-? N0-, c'est N chapeau 0- plus N0. Donc, la concentration des électrons, c'est la concentration d'équilibre plus la perturbation. Donc, pour déterminer la perturbation, c'est N0-, N de 0- moins N0. Donc, et N0, c'est quoi? C'est Ni carré sur P0. Et P0, c'est quoi? P0, c'est Na. Donc, ceci nous permet d'avoir Ni carré sur Na exponentielle UG sur UT-1. Donc maintenant qu'on connaît ça, on peut l'injecter dans cette équation et avoir P chapeau de X et N chapeau de X. Donc bien sûr, le sinus hyperbolique LP on le connaît, W on le connaît et bien sûr on a le X. Donc pour le reste, c'est connu. Bien. Maintenant d'un autre côté, on sait que dans la zone N, on a le courant des trous dans la zone N. Donc, je vais prendre cette notation JPN. Donc, c'est le courant des trous dans la zone N. Il est égal à QP, UP, P fois le champ, moins QP dP, gradient de P. Donc, bien sûr, étant donné qu'on a pris l'hypothèse de Boltzmann, donc tout ce terme, il est nul, il n'y a pas de champ, il n'y a plus de champ. Boltzmann nous a dit que appliquer une tension, c'est équivalent à avoir une perturbation. On ne va pas avoir étudié l'effet doublement. Donc, il n'y a plus de champ. Donc, le champ est nul et on a le dP qui est égal, le QP est égal à le JPN qui est égal à moins QP dP gradient de P. Or, le P, on le connaît. Donc, si on prend une dérivation suivant X, c'est un moins QP dP dP sur dx. Et le d de P,
ce n'est autre que le D de P chapeau. Parce que P, c'est quoi? C'est P0 de l'équilibre plus P chapeau. Or, P0 est constant, on arrive sur D de P chapeau sur D de X. Et bien sûr, P chapeau, c'est ce qu'on avait calculé jusqu'à maintenant. Et la dérivée de tout ça, c'est le courant, donc total, donc le courant des trous dans la zone N. Alors, attention, tout ça ne devrait pas faire peur, tout ça c'est une constante. Donc, Q, D, le Ni, le Lp, le Nd, concentration de dopage, le Ug, le Ut qui est capté sur E, le W, et qui est la taille de la diode, et le Lp. Tout ça, c'est une constante. Ce qui est étudié, c'est cosinus hyperbolique de W moins X sur Lp. Donc, de même, on peut calculer le Jn dans P, donc le courant des électrons, qui sont les porteurs minoritaires dans la zone P. Donc, c'est aussi égal à une certaine constante multipliée par cosinus hyperbolique de W, cette fois-ci plus X sur L. Alors, on peut représenter ça, les deux cosinus hyperboliques, c'est une constante fois cosinus hyperbolique et une constante fois cosinus hyperbolique. On peut dessiner ces deux courbes. Alors, ça, c'est le courant des porteurs minoritaires. Alors, on suppose que la densité de courant, elle est constante. Alors, la densité de courant, elle doit être constante de toute façon parce que on est en train d'injecter des électrons ici. Pardon, on est en train d'arracher des électrons ici. On est en train d'injecter des électrons ici ou l'inverse. De toute façon, ça, peu importe. Est-ce qu'on est en dopage, est-ce qu'on est en polarisation inverse ou directe? Et il y a un générateur et la même quantité d'électrons qu'on injecte, elle est la même qu'on arrache. Loi de conservation de courant. Donc, il n'y a pas de nœud, il n'y a pas de fuite de courant. Le courant doit être le même. Donc, le courant total, qui est le courant des électrons plus le courant des trous, il doit être constant. C'est ce que je représenterai ici. Donc, le J, il doit être constant. Parce que sinon, on n'est pas en train de créer des électrons ou des trous quelque part. On est juste en train de les injecter et de les récupérer. Donc, si le courant est total et constant, on a ici le Jn dans P. Alors, on peut déduire son complément, qui est le Jp dans P, c'est-à-dire le courant des trous dans cette zone. De même, ici, j'en peux calculer le Jn de N, de façon à ce qu'il soit l'inverse, donc c'est l'inverse de celui-ci, tout simplement, c'est le J, c'est cette constante, moins ça. Donc ici, ça moins ça donnerait ça, et on continue, donc on obtient ce courant. Donc le Jn dans le N, c'est quoi? C'est le J moins le Jp dans N. De même, le Jp dans P, donc ce courant-là, c'est le J, le courant total, moins le Jn dans P, moins ça. Donc, bien sûr, ce qui nous intéresse, nous, ce n'est ni le Jp dans P, ni le Jn dans N, ni le Jnn, c'est le J. Donc, il faudrait calculer notre J. Alors, on essaie de déterminer J. Pour le déterminer, on se place dans le cas où le X est égal à 0. Donc, là où c'est connu. Donc, on a le Jn qui est égal à Jn de P au 0 plus et le Jp qui est égal à Gp de N de 0 plus. Donc, ce qu'on prend, c'est qu'on prend ce qu'on connaît. Alors, ce qu'on connaît, c'est ce point et ce point. Donc, on va prendre le J comme étant la somme de ce point et de ce point. Donc là, ces deux informations sont connues. Alors, parce que si je prends un autre point, par exemple, ici, je connais le Jp dans N, mais je ne connais pas le Jn dans N. C'est un courant que je n'arrive pas à déterminer. De même ici, je connais le Jn de N, mais je ne connais pas le Jp de P. Alors, le point où je connais les deux, c'est celui-ci. Je connais le Jn de P et je connais le Jp de N. Donc, on va calculer au 0 moins et au 0 plus. Je prends le Jp de N et le Jn de P. Donc, les deux. Donc, je prends le cas x est égal à 0 et je fais l'égalité. J'arrive au fait que, alors ici, on arrive avec un tangente hyperbolique. Ce n'est pas très grave, mais tout ça, parce qu'ici, en remplaçant par 0, j'obtiendrai un W sur LP cosinus hyperbolique sur sinus hyperbolique. Et ici, en remplaçant par 0, j'aurai un cosinus hyperbolique sur sinus hyperbolique. Donc,
j'arrive au fait que c'est un tangente hyperbolique de W sur LP et un tangente hyperbolique de W sur LP, sur Ln. Alors, le Jn de 0, donc si je fais la somme de tout ça, ce qui m'intéresse, c'est que tout ça, c'est une constante. Tout ça, je prends en comme étant une constante. Mais je peux factoriser par UG exponentielle UG sur UT-1 exponentielle UG sur UT-1. Donc, j'aurai facteur de quelque chose. Alors, le quelque chose, c'est le JS qui est ce terme. Donc, moins QN de NI carré sur NA ln tangente, ainsi de suite, plus ce terme. Donc, en tout cas, tout ça, c'est constant. Je connais le W, je connais le Ln, je connais la concentration de dopage A et D, NI carré est connu, le Ln et le Lp sont connus, le Q et le DN et le DP sont connus. Donc, tout ça, c'est connu. L'essentiel, c'est que c'est une constante. À ce niveau-là, ce qui nous intéresse, c'est que c'est un courant constant. Ce qu'on va appeler la densité de courant de saturation. Et dans la forme intégrale, on va appeler ça tout simplement le courant de saturation exponentielle UG sur UT-1. Alors, si on prend ça de façon intégrale, on a le courant ID qui est égal à IS exponentielle UG sur UT-1. Alors, rappelez-vous, quand on a posé le UG, quand on a pris l'approximation de Boltzmann, on a pris un UG absolu. C'est-à-dire qu'il peut être négatif et qu'il peut être positif. Donc, ce qui veut dire que cette formule, elle est vraie pour toutes les valeurs de UG, positif ou négatif. Et si on dessine ça, on trouve que c'est une courbe de cette forme. Et bien sûr, le courant ici, il n'est pas nul. Le courant ici est différent de 0. Alors, pour le voir correctement, il faut augmenter un petit peu la température parce que quand on augmente la température, on aura beaucoup plus de porteurs minoritaires. Alors, rappelez-vous, les porteurs minoritaires, ils viennent de quoi? Ils viennent pas du dopage, ils viennent de l'effet de température. Quand on avait fait le dopage a apporté beaucoup de porteurs qui sont dits majoritaires, mais on a gardé quelques porteurs minoritaires qui sont issus de la température. Donc, pour voir le courant ici, on a un petit peu augmenté la température, donc à 25 degrés et 125 degrés. Donc, on a bien chauffé pour pouvoir voir qu'il y a un courant qui est différent de 0, mais c'est un courant qui, de point de vue grandeur, il est très proche de 0. Et donc, tout ça, ce n'est autre que la caractéristique d'une diode. Donc, on a fait tout ce chemin, on a calculé les concentrations, on a vu la formule des courants, on a vu les phénomènes de génération et recombinaison, on a dérivé les équations de continuité, et puis on a étudié la jonction Pn pour comprendre d'où vient cette équation. IS est égal à exponentielle UG sur UT.